Alors, me revoilà assez vite. Donc, on reprend les aventures de Pamela et Tyson avec le sujet D, celui sur les insecticides. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Alors, comme leur nom l'indique, ils servent à tuer les insectes. Et sur ce graphique, les données colorées en violet nous indiquent que ces insectes ravageurs causent 8 à 15% des pertes dans les cultures. Et encore, ça c'est avec traitement. On estime que sans aucun insecticide, certaines cultures accuseraient des pertes encore 5 à 10% plus élevées. Du coup, afin d'assurer la sécurité alimentaire du monde entier, enfin, dans un premier temps de Plessis-Paté, il est indispensable de lutter contre les insectes ravageurs, au moins avec la même puissance que ça. Oui, mais on va voir avec l'exemple des charmants petits charançons qui proliféraient dans les bananeraies aux Antilles que, c'est pas si simple que ça. En effet, on leur a balancé du chlordécone sur la tronche, un insecticide très puissant, ce qui a certes permis de sauver les plantations de bananes, mais comme le montre ce schéma, le chlordécone s'est retrouvé dans les rivières où il a contaminé les plantes, puis il a contaminé les poissons herbivores qui les mangeaient, puis les crustacés qui mangeaient ces poissons, et enfin, il a contaminé les gros poissons qui sont au bout de ce réseau trophique. Vous pouvez constater que la concentration de chlordécone est multipliée par 250 entre le début et la fin de la chaîne alimentaire. Ceci est dû à deux phénomènes. Le premier, c'est que le chlordécone n'est pas détruit par les êtres vivants. Il persiste des centaines d'années dans l'environnement. Et surtout, deuxième point, on a dit dans la première vidéo qu'une vache devait manger environ 8 kg de végétaux pour grossir d'1 kg. Parce que oui, on ne digère pas tout ce qu'on mange. Et même dans ce qu'on digère, une partie ne nous sert qu'à fonctionner et pas à grandir. Et bien ce phénomène, il existe en fait entre chaque maillon de n'importe quel réseau trophique. En somme, chaque espèce doit manger une grande quantité d'espèces en dessous d'elle pour vivre et grandir, et comme le chlordécone ne peut être détruit, il va se concentrer au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. On parle de bioaccumulation. Et devinez qui est encore plus haut dans la chaîne et mange un peu de tout? Eh bien c'est nous, les humains. Bon, et les marolets aussi. Alors, vous allez me dire, si ce produit n'est pas dangereux, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, il a été établi que le chlordécone est neurotoxique, il pose des problèmes de neurones, perturbateur endocrinien, comme ceux qu'on a vus au cours de l'année, et surtout, il est cancérigène. Regardez ce tableau. On voit que plus la teneur en chlordécone est élevée dans le sang des personnes, plus le risque de faire un cancer de la prostate augmente. Parfois il triple, 300% d'augmentation. C'est pourquoi la Martinique a le record du monde du taux de ce cancer. Alors, je vous entends d'ici crier au scandale. Mais monsieur, il doit être interdit ce truc. Eh ben oui, évidemment. Au début des années 90, il a été interdit, mais c'était bien trop tard. Aux USA, ça faisait 20 ans qu'ils ne l'utilisaient plus. Si ça a tant tardé chez nous, c'est à cause de ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, qui a généré des magouilles en fait entre les vendeurs de pesticides et les hommes politiques. Alors, c'est un truc qui est au programme, mais il est très bien expliqué dans la vidéo de 5 minutes que je vous ai mis en description. C'est une enquête d'investigation par le journal Le Monde. En tant que futur citoyen, je pense qu'il faut vraiment que vous la voyez. Mais genre, vous pouvez cliquer dessus dès maintenant et la regarder, c'est pas grave, vous reprendrez la vidéo après. D'ailleurs, il y en a un autre qui devrait peut-être la regarder, cette vidéo. Il est établi que ce produit n'est pas bon. Il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement, et là, je parle sous le contrôle de la ministre et médecin, donc elle me complétera ou me corrigera, mais je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire c'est cancérigène, parce qu'à la fois, on dit quelque chose qui n'est pas vrai, et on alimente les peurs. Bon. Eh ben vous voyez, maintenant, vous en savez plus que le président de la République. En fait, je vais même vous avouer, si vous avez bien travaillé cette année en SVT et que vous m'avez bien écouté, vous en savez plus que la très large majorité des hommes politiques. Et ça, c'est juste avec 1h30 par semaine. Donc ceux qui prennent la spécialité SVT l'an prochain, vous en saurez les 100 fois plus qu'eux. Et ceux, quel que soit leur parti, leur machin, ça change rien. Ils n'ont reçu pour la plupart aucune formation scientifique sur la santé et l'environnement. Ils sont égarés à ce niveau. Or, la santé et l'environnement, c'est quand même des sujets importants, surtout en ce moment. De surcroît, on pourrait imaginer que ces histoires ne nous concernent pas, car la Martinique c'est loin. Mais faut pas rêver, il y a ça aussi en métropole. Voici une étude qui nous apprend que les individus vivant en milieu rural ont 4 fois moins de spermatozoïdes que les individus urbains et ont aussi 3 fois plus de risques d'avoir des naissances prématurées ou de faible poids. Or, souvenez-vous, Tyson et Pamela, c'est pas facile la reproduction pour eux. Enfin, sauf certaines parties du processus.
les petits coquinous. Mais bon, déjà qu'ils ont galéré à avoir le petit Hartmut, donc est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser dans leur exploitation des insecticides qui risquent d'entamer leur fertilité? Eh ben pas vraiment. En outre, il n'y a pas que les humains et les insectes ravageurs qui sont affectés par ces produits. On observe sur ce document que l'insecticide, même à faible dose, divise par 4 le nombre de reines dans les colonies d'insectes pollinisateurs. Donc ces colonies s'éteignent et de nombreuses espèces végétales ne pourront être pollinisées, dont certains arbres fruitiers utiles à l'homme. Les populations d'oiseaux et de vers de terre sont également affectées, notamment parce que les oiseaux mangent beaucoup d'insectes, qui contiennent beaucoup d'insecticides. Et ça va entamer l'épaisseur de leur coquille. Vous aviez un exercice à me faire à ce propos pour la semaine dernière. Bref, même si tous les insecticides ne sont pas dangereux, il s'avère que certains ont des répercussions incontestables niveau environnement et santé. En plus, cerise sur le gâteau, les insectes sont tellement nombreux qu'à chaque fois qu'on met un insecticide, il y en a quelques-uns dans la population qui sont résistants, parce qu'ils ont la bonne mutation dans un de leurs gènes. C'est ni plus ni moins la sélection naturelle qu'on avait vue avec les escargots, qu'une mutation rendait par hasard enroulée à gauche, et qui donc avait la chance d'échapper à la mâchoire du serpent. Vous voyez bien là, ces insectes résistants, ils vont plus survivre et plus se reproduire que les autres, donc au bout d'un moment, tous les insectes de la population possèdent la résistance. Là, on peut lire sur le graphique que dès qu'on a commencé à employer les insecticides en masse, vers 1950, cela a immédiatement sélectionné des résistants. Et maintenant, le nombre d'espèces capables d'échapper à ces substances se compte en centaines, ceux qui prendront la spécialité SVT l'an prochain. Vous verrez que le principe est le même pour les bactéries qui résistent aux antibiotiques. Bon, comment notre couple d'agriculteurs stagiaires, là, va faire pour s'en passer de ces insecticides? Eh bien, au lieu d'utiliser des produits chimiques, on peut faire appel aux prédateurs naturels de l'insecte qu'on veut éliminer. On parle d'espèces auxiliaires. Par exemple, les fourmis peuvent revenir et dégommer les charançons. Alors, ce n'est pas le cas dans lequel ça marche le mieux, mais dans d'autres cas, ce genre de lutte biologique fonctionne bien. Une autre technique existe. Grâce à une phéromone, on va attirer les charançons dans une boîte où ils vont se noyer. Alors certes, elle est chimique aussi, la phéromone, mais elle est parfaitement inoffensive pour nous. On appelle ça faire de la confusion sexuelle. De même, la rotation des cultures évoquée dans la vidéo précédente, eh bien elle peut avoir une application ici. On cultive des bananes pendant 2 ans, pendant lesquels les charançons vont faire peu de dégâts parce qu'ils auront peu le temps de se développer. Puis on arrête de cultiver pendant 1 an pour empêcher leur expansion. La 4e année, on replante des bananiers qui ont prépoussé en labo. Alors c'est un petit peu contraignant, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ce sont des choix de société à arbitrer, auxquels vous participerez un petit peu en votant, ce que certains d'ailleurs seront autorisés à faire dès l'année prochaine. En attendant, au vu de tous ces éléments, on peut affirmer que, si notre inénarrable binôme néo-rural là veut limiter les dégâts sanitaires et environnementaux dus aux insecticides, il leur faudra réfléchir à des moyens de lutte biologique, avec les insectes auxiliaires, ou de confusion sexuelle, ou de rotation des cultures. Toutefois, il y a une autre famille de produits chimiques indispensables pour que nos 2 vigoureux fermiers plécéens puissent obtenir de bons rendements. Ce sont les herbicides. Alors pourquoi? Eh bien, regardez ce graphique obtenu à Madagascar. Après avoir déforesté, en brûlant la forêt, pour mettre à la place des cultures, on voit que le rendement du maïs s'élève à environ 1200 kg par hectare pendant 5 ans. Le souci, c'est que la masse des adventices, c'est-à-dire des mauvaises herbes, augmente avec les années, à tel point qu'elle gêne la culture de maïs, et au bout de 9 ans, le champ ne donne même plus 100 kg par hectare, alors que les mauvaises herbes pèsent 1700 kg par hectare. Cet histogramme l'illustre également. Malgré les traitements, les adventices causent 10% de perte de rendement, et que si on ne traite pas, cela pourrait carrément aller jusqu'à 40%. On en déduit qu'elles sont très nuisibles à l'obtention de bons rendements, et donc, dans un monde où tous ne mangent pas à leur faim, il est impératif que ces adventices, elles finissent comme ça. Et ça tombe bien, on a trouvé une super technique pour les envoyer voir nos amis danseurs là. C'est de rendre l'espèce cultivée résistante à l'herbicide. Par exemple, le fameux glyphosate là, dont on entend tout le temps parler à la télé. Comme ça, si on le balance sur le champ, eh bien seules les mauvaises herbes vont mourir. Et ça marche. On observe dans ce tableau que grâce à cette technique, le rendement de maïs a augmenté de plus de 50%. Alors, comment fait-on pour rendre la plante résistante? Eh bien, on procède par transgénèse, comme le montre ce schéma. On connaît des bactéries résistantes au glyphosate. On identifie le gène bactérien qui confère cette résistance,
On l'insère dans le génome d'une cellule de maïs, puis celle-ci va régénérer un plant entier dans lequel toutes les cellules seront résistantes. On avait en fait déjà parlé de cette technique pour l'histoire de la méduse fluo, là, vers la fin du chapitre 4. Quoi qu'il en soit, ces plantes bricolées génétiquement sont ce que l'on appelle couramment des OGM pour organismes génétiquement modifiés. Cependant, il y a un petit problème. Comme le stipule ce document, de très nombreux herbicides sont, au choix, cancérigènes, perturbateurs endocriniens ou toxiques pour les embryons. Et, comme pour le chlordécone précédemment évoqué, même ceux qui ont été interdits il y a des années continuent de contaminer l'environnement. Concernant le glyphosate précisément, sa toxicité fait encore débat. Et surtout, elle fait l'objet de conflits d'intérêts entre ceux qui gagnent de l'argent en le vendant, évidemment qui disent que c'est pas risqué, et ceux qui veulent son interdiction car il serait dangereux pour la grossesse et il serait un peu cancérigène. Bon, s'il l'est, c'est nettement moins que le chlordécone, mais quand même, on verra quelles sont les conclusions des études épidémiologiques quand elles seront terminées. Ce sont des études qui sont faites pendant des années sur des milliers de personnes, donc il faut attendre un petit peu les résultats. D'ailleurs, sachez que ce type d'études seront abordées un peu plus en détail en spécialité l'an prochain. Bon, l'ardoise est déjà chargée, mais comme si ça suffisait pas, on a là aussi la petite crevette sur la paella. Il y a, parmi les mauvaises herbes, des individus qui par hasard sont génétiquement nés avec une résistance à l'herbicide. Pareil qu'avec les insecticides quoi. Donc, ils vont se retrouver avantagés et redonner une population intégralement résistante sur laquelle il devient inutile de balancer le produit. Vous avez là un graphique qui indique que le nombre de plantes résistantes se compte en centaines en seulement quelques décennies d'utilisation. Le plus cocasse, c'est que comme les espèces végétales s'hybrident plus facilement que les espèces animales, on a observé que parfois, c'est la plante résistante elle-même qui a refilé son gène de résistance à l'adventice. Ah bah bien joué. Et c'est pas fini, parce que pour ne rien arranger, ça coûte cher ces produits et ces semences OGM là. Le prix a parfois été multiplié par 3 en 10 ans, alors que le budget des agriculteurs, lui, il n'a pas augmenté autant. Du coup, Tyson et Pamela, ils vont peut-être pas utiliser cette option-là pour désherber. Mais alors, que faire pour se débarrasser des adventices? Eh bien, de nombreuses solutions s'offrent à eux. Jamais parfaites, elles ont leurs défauts aussi, mais ce ne sont pas les mêmes. Alors la première, c'est que quand c'est possible de le faire, on peut utiliser des animaux qui vont manger seulement les mauvaises herbes. Poules, canards par exemple, dans les rizières. Bon, ça marche pas pour toutes les cultures. Deuxième possibilité, on peut procéder à un désherbage mécanique et pas chimique, qui permet, d'après cette figure, d'éliminer 3/4 des mauvaises herbes et de gagner 15% de rendement. Et si jamais on doit quand même employer des produits nocifs, eh bien on peut placer la petite bande enherbée qui va bien, qui, en plus de retenir les engrais, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, eh bien retiennent aussi les herbicides et même les pesticides. Il reste, chers élèves, un dernier point sur lequel on doit renseigner notre époustouflant duo d'agriculteurs avant qu'ils ne se lancent dans leur exploitation agricole. Les émissions de gaz à effet de serre. En effet, elles sont la source du réchauffement climatique. Et, en France, 21% d'entre elles sont dues à l'agriculture. On voit sur ce diagramme qu'elles peuvent venir de la fabrication des engrais, et ça, on a déjà vu comment on pouvait les limiter. Deuxième chose, de l'énergie consommée pour les transports ou les usines. Et troisième chose, elles peuvent venir, ces émissions, des déjections animales. Sur ces deux derniers points, nos tourtereaux peuvent agir et on va voir comment. Alors, à propos de la distance, eh bien on va prendre un exemple extrême pour bien comprendre. Vous avez ici une comparaison de la même assiette, mais avec dans un cas des produits qui viennent de loin et de l'autre des produits qui viennent de France. Eh bien on constate que la deuxième a engendré l'émission de 13 fois moins de CO2 que la première. Forcément, car certaines denrées doivent venir par avion ou par bateau depuis l'autre côté de la planète. Donc, Pam Pam et Titi là, peuvent essayer de vendre leur production au plus près de chez eux, et ça tombe bien, car de plus en plus d'initiatives se montent dans ce sens. Partout en France, et notamment à Brétigny. Vous avez sûrement vu que l'ancienne base aérienne est reconvertie en partie en ferme, qui va, via ce qu'on appelle une AMAP, vendre ses légumes à Brétigny même. Si ça intéresse vos parents, eh bien, parlez-leur-en. Cela dit, chers élèves, vous allez me dire, mais pourquoi on fait venir des trucs depuis l'Amérique du Sud? Eh bien, c'est pas toujours une question de prix, c'est parfois une question de saison. Alors en fait, comme le Chili c'est dans l'hémisphère sud, eh bien les saisons elles sont inversées par rapport à chez nous. C'est l'automne actuellement chez eux. Et donc, ils ont des pommes, quand nous, on n'en a pas. Néanmoins, les faire venir provoque 10 fois plus de dégagement de gaz à effet de serre que de les produire chez nous. Alors il y a plusieurs solutions pour éviter ça, comme se contenter de compote quand on n'a pas les vraies pommes. Bon. Mais sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pousser les légumes dans des serres qu'on chauffe pour recréer la bonne saison de la plante. Alors le problème,
c'est que comme l'expose ce tableau, eh bien, il faut consommer de l'énergie pour chauffer. Parfois 100 fois plus que si c'était dans les champs. Ce qui va aussi occasionner des émissions de gaz à effet de serre. Ceci signifie que nos deux célèbres Allemands peuvent, s'ils souhaitent limiter le dégagement de CO2 de leur exploitation, cultiver des produits de saison et les écouler localement. Néanmoins, un autre choix va fortement conditionner le taux de gaz à effet de serre émis. C'est celui du type de denrée produite. On peut lire sur le document que pour faire 1 kg de bœuf ou d'agneau, eh bien, cela dégage environ 55 fois plus de CO2 que pour produire 1 kg de riz ou de pain. C'est même l'équivalent de ce qui est dégagé par le pot d'échappement d'une voiture qui fait à peu près 200 km. Alors la faute à quoi? Eh bien la digestion des ruminants, qui dégagent énormément de méthane. Les fameux pets de vache là, eh bien c'est ça. Sachant que si elles en font autant, c'est surtout à cause de cette histoire de devoir manger 8 kg de végétaux pour produire 1 kg de viande. On voit même sur cette carte que les dégagements de méthane des bœufs argentins, pays réputés dans le domaine, eh bien ils sont visibles par satellite depuis l'espace. Il y a aussi les bousses de vaches qui, en se dégradant avec les décomposeurs du sol, produisent des gaz à effet de serre. C'est ça qu'il avait oublié de raconter comme par hasard, là, Jean Dinosaure de YouTube, dans sa vidéo sur le carbone et les incendies en Amazonie. Si on brûle des arbres, qui globalement stockent du CO2, pour le remplacer par des bovins qui en dégagent, eh ben forcément le bilan il n'est pas génial. En revanche, c'est moins vrai pour la volaille, qui est seulement 7 fois plus émettrice. Mais tout de même, on peut affirmer qu'en se consacrant aux cultures végétales plutôt qu'aux élevages animaux, Tyson et Pamela limiteront les gaz à effet de serre. Si on réunit un peu toutes ces infos, on apprend, grâce à ce graphique, qu'entre la personne qui mange un peu de tout mais sans spécialement faire attention, et celle qui mange local, de saison, végétarien et bio, eh bien il y a 40% d'émissions en moins. C'est beaucoup en fait. Ben voilà, avec tout ça, ils sont renseignés maintenant, nos deux amis. Ils vont pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure trépidante. Enfin, avec tout ce qui leur est arrivé à l'adolescence, je pense qu'ils sont rodés. Donc, je vous laisse 2 semaines pour digérer ces 2 vidéos, me compléter votre tableau bien comme il faut et me l'envoyer. Je vous souhaite la meilleure fin de confinement possible, chers petits actinoptérygiens des saccadines là. Prenez soin de vous, on va pas tarder à se revoir.